Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Gladys. Bonjour. Gladys, bienvenue sur Allo fait dodo. C'est la première fois que je te reçois sur le podcast. Tu es psychologue et aujourd'hui, nous allons parler de psychologie. Alors, avant de se poser la question du pourquoi on consulterait un psychologue, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut nous apporter, je te propose peut-être déjà de te présenter et puis de nous dire aussi en quelques lignes, mais c'est quoi un psychologue ? Alors, donc, je suis Gladys Romain, psychologue depuis une dizaine d'années maintenant, diplômée en 2007, avec un parcours orienté dans un premier temps autour de la prise en charge de parents et de professionnels de la petite enfance, autour de problématiques qui peuvent toucher le rapport à l'enfant, des problématiques en lien avec l'enfant directement. J'ai ensuite travaillé pendant 12 ans dans le champ de la santé mentale, où je prenais des personnes en charge avec des problématiques addictives, des dépressions, deuil, tout ce qui peut toucher à l'anxiété. Aujourd'hui, j'ai une pratique en libéral, où je reçois aussi bien des enfants, des adolescents, des adultes et des couples. Avec des spécialisations autour des troubles des conduites alimentaires, la périnatalité et l'addictologie. Pour parler de ce qu'est un psychologue, effectivement, ce mot est devenu un peu en vogue depuis quelques années. Mais il est bon de savoir que le titre de psychologue est un titre protégé. C'est-à-dire qu'il est réglementé par des décrets et des lois, notamment la loi de 1985. Et en fait, il s'agit d'une formation universitaire de 5 ans, centrée sur la compréhension du comportement humain. Le psychologue, on va dire qu'il a une écoute et une lecture particulière de ce que va lui amener la personne qui l'accompagne. Il va observer, analyser, repérer, évaluer. Il accompagne, il soutient, il met en sens et puis il peut préconiser. Par contre, le psychologue ne donne pas de solution toute faite. Et pour moi, c'est quelque chose qui peut aussi alerter, de se dire, attention, quand je vais voir un psychologue, si je ressors avec une petite carte et une petite fiche avec des solutions toutes faites, on s'écarte un petit peu du cœur même du métier. Donc, tu veux dire par là également qu'on ne s'improvise pas psychologue, donc tant qu'on n'a pas un diplôme spécifique, tout à fait. On ne peut pas se dire psychologue. Et tu fais aussi une distinction du coup entre des personnes qui pourraient se présenter comme psychologues et finalement ne pas jouer ce rôle complètement parce que en voulant trop influencer ou en donnant des choses toutes faites, une marche à suivre, là on s'égare. C'est pas de la psychologie. C'est un coach, cela. C'est le rôle peut-être d'un coach, mais pas d'un psychologue. C'est exactement cela. C'est-à-dire que la nuance, elle va être vraiment dans, je dirais, le côté directif ou pas. Le psychologue, il va cheminer à côté de la personne. Il n'est ni devant ni derrière, comme j'aime à dire souvent aux personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vous accompagner, d'aider à faire un pas de côté
d'être un peu celui qui va faire voir les choses différemment pour une prise de décision, pour un positionnement autre. Mais à aucun moment, le psychologue va orienter directement, il peut suggérer sur la base de ce qui va être amené, mais non, les solutions toutes faites ne sont pas du rôle même du psychologue. Et que penses-tu, Gladys, justement, de cette approche en psychologie de, du fait de laisser uniquement parler la personne qui vient dans le cabinet et de ne absolument rien dire? C'est quelque chose qui se pratique encore, qui se pratique souvent, qui est la pratique la plus communément répandue. Quel est ton regard, toi, sur tout ça? Alors moi, j'ai été formée à cette pratique. D'accord. J'ai été formée, c'est une approche psychanalytique, on va dire pure. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette technique, toute la place est laissée à la parole dans l'idée de ce qu'on appelle le catharsis. Le catharsis, c'est se soulager par la parole. C'est tout ce qui va sortir. Et dans ma pratique, moi, j'ai vu les effets de cette pratique dans le sens où souvent, et c'est pour ça que j'interpelle sur la question de attention aux solutions toutes faites, parfois, le simple fait d'aller rencontrer un psychologue, d'aller déposer ce qui fait souffrance, ce qui questionne, je dis pas que ça va suffire, mais c'est le début d'un cheminement et il peut se passer plusieurs séances où il y a besoin uniquement de venir déposer des choses. La personne qui va être en face, donc le professionnel en face, même s'il n'est pas dans une position réellement d'acteur, où il rebondit, etc., parfois, il suffit qu'il appuie juste sur un mot qui a été dit, qu'il mette un peu en lien certaines choses pour que ça interpelle la personne en face et que ça fasse résonance. Donc, moi, c'est quand même une pratique aussi que je vais avoir dans les premières séances, mais qui n'est pas totalement silencieuse. Mais souvent, les personnes vont arriver avec un gros besoin de décharger, un gros besoin d'aller déposer. Et puis, bah, après, on peut passer à une phase un peu plus d'interaction, mais ce temps, parfois, il est nécessaire. Mmh. Alors du coup, ça m'évoque une question. Est-ce que le fait de rencontrer un ou une psychologue, c'est vrai que je dis souvent un psychologue, mais voilà, c'est pas pour mettre de côté, les psychologues, pas bien au contraire, mais c'est simplement par, voilà, par facilité de discours. Est-ce que le fait d'aller voir un psychologue, c'est fait pour tout le monde ou pas? Ça, ce serait ma première question et après ma deuxième question, ce serait, bien, pourquoi on viendrait consulter un psychologue? Dans quelles circonstances de sa vie, dans quelle situation? Alors, est-ce que ça serait pour tout le monde? Moi, je dirais oui, dans le sens où ce qui va faire tout l'intérêt du travail thérapeutique, c'est la demande. Du moment où quelqu'un est en demande d'accompagnement, c'est, à mes yeux, ce qui légitime un accompagnement psychologique. Ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être équipé de manière spécifique. Ça ne requiert pas non plus d'être capable de savoir beaucoup parler, de savoir s'exprimer, dans le sens où aussi le psychologue a à sa disposition des outils qui vont lui permettre aussi d'approcher le psychisme humain parfois autrement que par la parole. Euh, Dans le cadre, par exemple, d'enfants ou d'adolescents pour qui la parole n'est pas forcément le canal privilégié d'expression, on a tout un tas de médiations qui permettent quand même d'accéder à une élaboration et d'accéder à ce qui peut se passer au niveau psychique. Euh, L'autre question. C'était dans quelle situation? Pour quelle, raison? Dans quel contexte on peut se dire: «Bon, là, je vais aller consulter un ou une psychologue parce que je pense que ça peut m'aider» et également à partir de quel âge? Parce que là, tu évoques les enfants, les adolescents, mais les enfants, à partir de quel âge on peut se dire: «Bah, ça peut vraiment être le chemin et la solution pour moi»? Voilà, du coup, pour moi en tant que parent, bien sûr. Alors, à partir de quel âge? Il n'y a pas d'âge. Simplement, concernant les nourrissons,
il peut y avoir des consultations pour le nourrisson. Ah, carrément. Oui, c'est tout à fait possible. Là, le travail va vraiment se faire autour de la dyade mère-bébé, la plupart du temps. Et la prise en charge du nourrisson est très spécifique. Là, ça relève vraiment de spécialisation du psychologue parce qu'il y a vraiment quelque chose autour de l'observation. Il y a des grilles vraiment d'observation clinique très précises et on travaille beaucoup avec le binôme mère-bébé. Parfois, le trio aussi, hein, père, mère, bébé. Donc, je dirais que sur la tranche, je dirais de 0 à 1 an, pour moi, ce sont quand même des consultations bien spécialisées. À partir de 1-2 ans, c'est tout à fait possible de consulter un psychologue pour un enfant dès cet âge-là, dans la mesure où souvent, ce qui va être mis en lumière quand même va être autour de guidance parentale. Hein, d'essayer d'accompagner en fait finalement les parents à repérer un certain nombre de choses, à pouvoir mettre en sens un certain nombre de choses. Et il y a quand même des choses qu'on arrive à repérer à cet âge-là et qu'on peut déjà accompagner. Donc il n'y a pas d'âge spécifique. En tout cas, il n'y a pas d'âge d'exclusion. Voilà, moi je ne dirais pas que ce serait possible que à partir de tel ou tel âge. Alors là, je fais peut-être, je vais faire une parenthèse, c'est peut-être un détail que tu évoqueras plus loin, mais du coup, est-ce que tu pourrais juste donner un exemple quand tu dis on peut repérer certaines choses et par rapport à justement à cette guidance parentale? Il y aurait juste un exemple à citer pour mettre quelque chose derrière ce mot? Alors, par exemple, ça pourrait être, alors chez le nourrisson, la difficulté pour le nourrisson à suivre du regard, à être attentif au regard de l'adulte. Parce que on estime qu'à partir d'un certain nombre de mois, il y a des choses qu'un enfant, alors attention quand même à ces critères très spécifiques, hein, parce qu'il y a quand même des marges au niveau de l'évolution de chaque enfant. Mais l'exemple qui me vient en tête, c'est vraiment la question, par exemple, de suivre du regard. Ça, c'est des choses qui peuvent interpeller un professionnel assez rapidement. D'accord, ok. Par exemple. Après, concernant les motifs de consultation, je dirais que ça peut être pour des enfants plus grands. Alors, je dirais pas forcément dans l'ordre d'âge de développement des enfants, mais ça peut être un enfant qui tape souvent, qui mord, mais le caractère excessif est important. Hein. Voilà, des difficultés d'endormissement, de l'agressivité, pour les enfants un peu plus grands, de l'énurésie, un manque de confiance en soi. Du côté du parent, on peut être du côté d'un sentiment d'impuissance, de se sentir complètement démuni. Il peut y avoir aussi la question de la difficulté à établir des liens avec son enfant. Cette espèce d'instinct parental ou maternel qui ne se crée pas, la difficulté vraiment à tisser quelque chose. Du côté de l'enfant, ça peut être aussi des enfants qu'on sent très craintifs, qui ont peut-être des difficultés d'adaptation, qui ont des difficultés à gérer les changements, qui ont du mal peut-être à être avec d'autres enfants. Je dirais, et puis bon, pour les adultes, parents, tout ce qui peut aussi venir impacter la vie et qui donc impacte aussi l'enfant, hein. Des deuils, des séparations, tout ce qui va toucher autour de l'anxiété, l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, qui peut parfois venir aussi perturber, enfin souvent perturber l'équilibre familial avec toujours ce réaménagement qui convient ou pas, en fait, finalement, les difficultés relationnelles. Mais je dirais que principalement, le motif, c'est du moment où il y a une inquiétude. C'est-à-dire que moi, les parents que je reçois, qui vont me dire, bah, on ne sait pas si on fait bien de venir vous voir. Moi, je dis toujours que le plus important, c'est de venir à un moment donné déposer son inquiétude quelque part. Parce que je fais profondément confiance dans ce que peuvent ressentir les parents. Je dirais souvent qu'on ne va jamais consulter pour rien parce que parfois, une consultation va suffire à venir se dire, bon, ok,
on a posé des choses, on a exploré un peu, on laisse un peu décanter, on voit ce que ça peut donner. Donc, du moment où on se questionne, où l'inquiétude est présente, il y a là un motif de consultation, à mon sens. Donc, ce que j'entends là, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on ressent un mal-être, que ce soit pour les parents en eux-mêmes, donc pour nous en tant que parents, donc nous-mêmes, la façon dont on est parents, mais ça peut être, tu as évoqué le couple aussi tout à l'heure, ou la famille, ou alors qu'on vienne, parce qu'il y a une inquiétude pour l'enfant, tout ça, ça fait partie des démarches et des raisons qui font que les gens peuvent se retrouver dans ton cabinet. Tout à fait. En fait, on va dire aussi qu'il y a cette question d'avoir tout tenté. Il y a aussi des personnes que je vais recevoir et qui vont venir et me dire, là, je n'ai plus de cartes en main, je ne sais plus, j'ai tout essayé. Et avec cette culpabilité, parfois, de dire, ben, on aurait dû venir avant, etc. Non, je dis souvent, attention, moi, je crois aux ressources et aux compétences de chacun, du couple parental, du parent, de l'enfant. Si quelque chose peut se mobiliser dans la famille sans l'aide d'un intervenant extérieur, d'un tiers, tant mieux. Venir voir un psychologue, c'est quand on a finalement l'impression que les stratégies pour tenir bon ne tiennent plus. Si le mal-être reste intense, qu'il est invalidant, qu'il s'installe sur la durée, quand on a l'impression que les choses se répètent, c'est-à-dire un dysfonctionnement ou un mal-être, mais qui se répète, une sensation d'impasse, de ne pas ou de ne plus y voir clair, le sentiment d'être bloqué, d'être submergé, que les ressources sont essoufflées, que nous n'arrivons plus à faire face, là sont des motifs de consultation. À savoir que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui vont être finalement des motifs de consultation. Ce qui va être important, c'est comment on les vit. Parce que moi, j'entends souvent, j'ai un enfant de 6 mois, je suis en train de vivre un deuil, il faut absolument que j'aille voir un psychologue. Alors moi, je demande pourquoi. Pourquoi parce que quand même, c'est pas anodin ce que je suis en train de vivre, il y a le bébé au milieu. Eh ben, si ça peut rassurer, bon, pourquoi pas, mais le psychologue, d'ailleurs, je me dis, il n'est pas là que pour rassurer, il est là pour mettre au travail des choses. Mais combien de parents, de couples, de familles et d'enfants que je peux accompagner qui finalement arrivent sur un peu prescription ou sur conseil de l'entourage, de l'enseignant, je ne sais quoi, mais qui, eux, se débrouillent avec ça et se débrouillent bien. Quand je dis se débrouillent, c'est-à-dire font avec. Et parce qu'en vrai, ce n'est pas l'événement en lui-même, c'est vraiment la façon dont on le vit. Ça va dépendre du seuil de tolérance de chacun face aux événements, du seuil d'acceptation de chacun face aux événements. C'est là, en fait, où va être vraiment, moi je dis souvent, le meilleur indicateur, c'est vous. Qu'importe ce que va dire l'entourage, les amis, etc., si à un moment donné, vous vivez quelque chose de manière que vous vous sentez submergé par ce que vous vivez, là, il y a un motif de consultation. Parce que à l'inverse, il peut y avoir des situations, entre guillemets, anodines qui vont énormément bouleverser et brasser quelqu'un. Là où 100 autres personnes ne seraient pas brassées et bouleversées. Donc, c'est vraiment le rapport qu'aura la personne, le rapport qu'aura le parent à ce qu'il a pu vivre, qui va vraiment être l'indicateur. Comment est-ce que moi, je vis, en fait, l'événement? C'est extrêmement intéressant, Gladys, que tu fasses là cette distinction. Et effectivement, tu vois, à titre personnel, je ne l'aurais pas imaginé ainsi. Je ne pensais pas que c'était un peu quand on était à bout de souffle, finalement, en bout de course, qu'on pouvait se poser cette question-là. J'aurais imaginé que le travail aurait pu être, par exemple, plus porteur si on le faisait
un petit peu par anticipation, en amont, ou si on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément très confortable, mais bon, c'est ok, ça va, mais on peut quand même se dire, allez, histoire de mettre toutes les chances de mon côté. En fin de compte, finalement, il ne faut pas trop se précipiter, si je comprends bien. En fait, alors moi, je dirais effectivement que dans l'approche thérapeutique, en tout cas dans l'intervention d'un psychologue, il y a plusieurs niveaux. Il va y avoir aussi le niveau de la prévention aussi. Mais parfois, alors cette question de venir à temps, de consulter à temps, c'est toujours pareil. La jauge, elle appartient à la personne qui va venir en consultation. Dans la mesure où parfois, je vais recevoir des mères qui arrivent vraiment en état avancé de détresse, je dirais comme ça, et qui vont me dire j'aurais dû le faire avant. Tout le monde m'avait dit. Mon médecin généraliste m'a alerté. Mon conjoint m'a alerté. Mes amis, ma famille. Oui, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose dans chacun qui est de tenter de se mobiliser par ses propres moyens. Et heureusement, parfois, l'accompagnement qui dure, c'est-à-dire qui va tenir, c'est celui qui démarre au moment où la personne concernée se sent prête à le faire. Et pour certaines personnes, il faut qu'elles en arrivent à ne plus pouvoir tenir. Donc, la jauge, elle est très, très différente en fonction des personnes, parce qu'à l'inverse, il y a aussi des personnes qui vont se dire, alors je prends beaucoup l'exemple des mères parce que ce sont elles que je reçois, on va dire, qui font plus facilement cette démarche que les pères, mais je reçois aussi des pères et des couples. Donc, je vais souvent prendre cet exemple des mères, mais pas du tout dans l'idée d'être réductrice dans mon propos, mais qui vont me dire, voilà, je suis enceinte, par exemple. C'est mon deuxième enfant ou c'est mon troisième, mais les 2 premières grossesses ont été compliquées. Donc je prends un peu les devants et je vais venir voir. Alors pourquoi pas, hein. Ça, je le fais aussi. Parce que quelque part, je me dis dans cette situation un peu spécifique, ce que vient déposer la mère, là, justement, c'est pas tant je prends les devants, c'est finalement venir peut-être apaiser quelque chose qui n'a pas été apaisé des situations passées. Clôturer certaines choses c'est ça, avant d'entamer autre chose. Voilà. Même si l'idée, quand elle arrive, c'est de dire je préviens, j'anticipe pour ne pas. Moi, ce que j'entends souvent dans finalement le discours derrière, le discours latent, c'est quelque chose d'une peur que ça recommence parce que pas clôturé effectivement en amont. Donc, d'arriver à un moment donné où on n'en puisse plus et de se dire c'est là où on va consulter, c'est maintenant, je me dis c'est toujours le bon. En fait, en vrai, c'est toujours le bon moment. Il n'y a pas de meilleur moment parce que le meilleur moment, c'est la personne qui le choisira. Le moment où je fais ce pas, cette démarche, c'est parce que quand même, quelque part, au fond de moi, il y a quelque chose qui pourra peut-être se mobiliser. Le faire parce que mon entourage m'a encouragé à le faire. Alors, je ne dis pas que c'est pas aidant, hein, parce que ça l'est aussi. Hein. On va dire que ça permet le démarrage du processus de prise de conscience. Donc, ça l'est. Mais je me rends compte que ce sont souvent des prises en charge qui ne tiennent pas. Parce que c'est ce qu'on appelle un peu la motivation extrinsèque. En fait, la motivation, elle vient de l'extérieur. Je viens parce que mon conjoint s'inquiète pour moi. À partir de là, parfois, peut effectivement démarrer un vrai suivi thérapeutique. Mais il va démarrer parce que, à un moment donné de la prise en charge, il y a quelque chose qui est sorti de l'extérieur et qui est venu de l'intérieur, de dire, au final, non, mais en fait, réellement, j'ai pris conscience qu'il faut vraiment que je prenne soin de moi. Aller voir un psychologue, c'est encore quand même beaucoup réputé comme étant un aveu de faiblesse. C'est parce qu'on ne sait pas se débrouiller, c'est parce qu'on est faible, c'est parce que, voilà. Et moi, souvent, je dis, mais quel courage d'aller
déposer des choses douloureuses, quel courage d'aller voir et dévoiler et découvrir des parts d'ombre en soi qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir, que d'ailleurs, j'ai envie de dire, souvent, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Et il faut être prêt. Il faut être prêt. Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance effectivement à déculpabiliser en disant, il n'est jamais trop tard. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, donc au début de cet échange, Gladys, tu disais, il y a un certain temps, par exemple dans les premières séances, ça peut être souvent le cas comme ça, où on vient juste déposer des choses, pour une personne qui serait plutôt dans une démarche de comprendre, pas forcément de parler, parce que peut-être qu'elle est bien entourée avec un entourage proche ou des amis ou de la famille, mais dans une idée de je ne sais pas ce qui se passe, alors soit pour soi-même, soit pour son enfant, et j'aimerais comprendre. Est-ce que toi, justement, tu reçois différemment cette personne-là? Est-ce que la démarche est différente? Comment tu vas aborder cette problématique-là? Alors, il va toujours y avoir un temps où on va faire connaissance. C'est-à-dire que on va prendre le temps de savoir effectivement ce qui fait crise en ce moment, ce qui questionne. Où moi, j'ai besoin, je dis souvent, c'est comme si je vous prends sur le bord de l'autoroute dans ma voiture en stop. On a quelques heures de route à faire ensemble. On va prendre le temps de faire connaissance, discuter. Et dans l'idée de comprendre, c'est là où le psychologue a, oui, effectivement, un rôle de pédagogie aussi. De mettre en lumière, sur la base de ce que la personne aura amené, de mettre en lumière des modes de fonctionnement. C'est-à-dire quelqu'un qui, je sais pas, qui va venir avec des difficultés relationnelles, mais sur des choses qui se répètent, qui va se rendre compte que ça fait des années, qu'il y a quand même quelque chose qui bloque, des choses qui reviennent souvent, des problématiques qui reviennent souvent dans sa relation aux autres. On ira quand même questionner, et qui va me dire, je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas. Eh ben, on va dérouler des fils ensemble. Et la façon, alors c'est pour ça que je dis souvent, voilà, il y a des outils bien spécifiques, c'est-à-dire que la façon dont je vais orienter mes questions, la façon dont je vais répondre à ce qu'amène la personne, lui permettra de se rendre compte elle-même de ce qui, à un moment donné dans sa vie, a été tellement impactant que ça a conditionné sa façon d'être en lien avec les autres. C'est-à-dire que je fais toujours attention à ne pas anticiper ce que la personne est en mesure de recevoir. Parce que parfois, ce qui va être amené de manière assez abrupte, c'est-à-dire que parfois, en 2 séances, il y a des choses qu'on a repérées. Mais si c'est amené de manière trop abrupte, c'est-à-dire à un moment donné aussi où la personne n'est pas prête à le recevoir, ça peut tout à fait faire l'effet inverse, c'est-à-dire que c'était trop tôt, hop, je me referme, c'était trop brutal. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner et oui, d'avoir ce rôle effectivement pédagogique, de se dire, par rapport à ça, qu'est-ce qui vous a amené peut-être à ça? Et si on faisait autrement, c'est-à-dire, c'est pousser la personne en fait à prendre un peu de hauteur, à faire un pas de côté sur son fonctionnement et je l'accompagne à le regarder avec moi. On va regarder ensemble. Et puis on en reparle. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en avez compris de ça? Est-ce que ça vous rappelle une situation plus ancienne? Est-ce que vous repérez ce schéma qui se met en route tout seul? Parce que parfois, la personne vient avec sa plainte. Alors, sa plainte, attention, au sens noble du terme, c'est-à-dire ce qui fait souffrir. En disant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ça se répète, c'est sans cesse. Avec mon premier enfant, c'était comme ça, par exemple. Avec mon deuxième, enfin, voilà. Je vais pas forcément dire, il se passe ça, il se passe ça. Par contre, on va regarder un peu ce qui pose problème réellement. Et au fur et à mesure, moi, je vais questionner en disant, c'est quel schéma qui se met en route? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vécues avant, par exemple, qui pourraient expliquer ça? C'est-à-dire que je pousse à la réflexion de façon à ce qu'ensemble, on trouve ces réponses à non, je ne comprends pas, mais moi, je comprends un peu mieux. À partir du moment aussi où on comprend son propre fonctionnement,
on a une main mise dessus. C'est-à-dire que la compréhension de son fonctionnement propre permet de pouvoir passer à l'action et de pouvoir mettre en place des choses pour éviter d'être dans la répétition. Donc, je peux tout à fait répondre à ces questions de je ne comprends pas, je veux comprendre. Parce que je pense qu'en tant que psychologue, on a aussi cette fonction qui est celle d'avoir, oui, ce rôle parfois de pédagogue, en expliquant comment fonctionne un psychisme humain, en expliquant comment est-ce que, par exemple, des expériences précoces de la vie peuvent venir, non pas déterminer, ce n'est pas un terme que j'affectionne particulièrement, mais impacter et orienter. Le déterminisme, pour moi, ne laisse pas de marge de manœuvre, à mon sens. Mhm. Donc, voilà, comment est-ce que ça peut venir impacter? Comment est-ce que ça peut venir orienter? Oui. Et souvent, moi, j'accompagne là-dedans, oui, à dire, je vais vous accompagner à comprendre ce qui se passe pour vous et ce qui, effectivement, peut impacter de telle ou telle façon. Alors, que ce soit face à un adulte qui se questionne, mais que ce soit aussi face à un parent qui, par moment, peut se sentir un peu perdu, en disant, voilà, je ne comprends pas mon enfant ou je ne comprends pas mes propres réactions, j'ai besoin d'y mettre du sens. Là, on peut effectivement accompagner à dire, on va poser les choses et on va comprendre ce qui se passe pour vous. Et bien sûr que là, il y a un rôle pédagogique très clair sur, voilà, le fait d'expliquer ce qui se passe. En tout cas, la lecture que moi, je peux en avoir et que je soumets à la personne. C'est très clair. Gladys, est-ce que tu travailles avec plusieurs autres professionnels, je veux dire, en termes de contact, en termes de réseau? Est-ce que certains autres professionnels peuvent orienter les parents, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur enfant, vers toi? Est-ce qu'à l'inverse, toi, tu vas orienter des familles vers d'autres professionnels? Je pense là, quand je pense aux enfants, je pense par exemple à tout ce qui va être... alors, tu évoquais la guidance parentale, ça peut être par exemple Laura Naliran chez Happy Nanny, qui vient justement aider à mieux relationner entre les parents et les enfants. Et là, on n'est pas sur de l'accompagnement par une psychologue, mais c'est vraiment juste de la relation parentale. Mais ça peut être aussi, par exemple, des psychomotriciens qui vont aider les enfants aussi à fonctionner un petit peu autrement pour les aider à ce que ce soit plus facile dans leur quotidien. Bref, est-ce que toi, tu es entouré de certains autres professionnels vers qui tu orientes ou qui t'orientent des familles? Alors, je travaille beaucoup en lien. Je pensais tout à l'heure à la question des motifs de consultation, parce que je m'étais noté dans un coin de ma tête la question aussi quand il y a des problèmes somatiques qui se répètent, qui sont inexpliqués. Quand je reçois parfois au cabinet des parents qui viennent, mon fils a tout le temps mal au ventre, nous pensons qu'il est stressé. Attention, je me dis, avant d'intervenir sur un autre plan, on va toujours regarder s'il n'y a pas un souci au niveau somatique, au niveau du corps, tout simplement, physiologiquement, parce que parfois, il s'agit simplement de ça. Donc, dans ma pratique, j'ai appris, on va dire, à délimiter aussi les contours de mon intervention. Et je peux aussi bien orienter vers des naturopathes que des aromathérapeutes, des psychomotriciens, enfin, je n'ai pas, je ne me dis pas en prenant en charge quelqu'un que ma seule intervention suffira parce que, de surcroît, on va dire que pour résoudre un problème, il peut y avoir plusieurs portes d'entrée. Moi, j'ai eu parfois à interrompre certains suivis parce que d'autres choses se travaillaient, notamment par exemple autour du rééquilibrage alimentaire, etc., et qui ont permis, une fois que cette inquiétude était moins criante, qui ont permis de libérer, on va dire, de l'espace psychiquement pour pouvoir
élaborer et mettre au travail quelque chose. Et inversement, tout professionnel qui, à un moment donné, estime qu'une prise en charge psychologique serait intéressante, ou en tout cas une prise en charge, prendre un avis, mes portes sont toujours grandes ouvertes. Et de ce fait, c'est pour ça que tu proposes, par exemple, une séance ou alors un accompagnement plusieurs fois, plusieurs séances, un vrai suivi. Finalement, ça va venir dépendre aussi de tout ça, de ce que toi, tu as déterminé et puis de ce que la personne a besoin de déposer ou vient chercher. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment dire, il va falloir au moins que j'aille voir un psychologue pendant 1 an, sinon il n'y a pas de résultat. En fin de compte, ça, c'est un petit peu une idée reçue de se dire, si on démarre un suivi avec un psychologue, j'en ai pour des mois ou des années. Finalement, non, en fait, ça dépend tout simplement du quand, du comment, enfin, voilà, de tout ce que tu nous as expliqué jusqu'à maintenant, si je comprends bien. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Et c'est aussi pour ça que je préviens toujours en disant, je ne sais pas combien, enfin, je ne peux pas déterminer au départ le temps que ça prendra dans le sens où je ne suis pas maître de la façon dont la personne va se mobiliser, de la façon dont les choses vont prendre corps. Par contre, à l'inverse, euh, j'explique toujours que moi, j'accompagne, que je ne détermine pas les choses et que par conséquent, on définit ensemble la rythmicité. On peut tout à fait parfois aussi faire quelques séances, s'arrêter, parce que parfois, il y a besoin d'un temps pour pour intégrer en fait ce qui a été mis au travail et puis revenir parce que on comprend un peu mieux certaines choses, on aimerait peut-être comprendre d'autres choses. Donc l'idée effectivement c'est de se dire d'autant que ça dépend aussi du motif de consultation. Parfois ça m'est arrivé de recevoir des personnes 3 ou 4 fois parce que l'idée c'était plus dans le cadre du soutien, dans quelque chose qui vient peut-être soutenir euh, la personne dans une étape un peu particulière de sa vie, un passage comme ça, où pendant 4, 5 séances, il y a besoin d'un lieu pour prendre un peu de distance, poser des choses, être aiguillé, et ça suffit. Et puis peut-être que cette personne, je la reverrai 2 ans après parce qu'il y a autre chose qui questionne. Et tout comme je vais parfois avoir des personnes qui viennent pour un motif précis et au final sentent le besoin de se lancer dans un travail psychothérapique plus approfondi aussi. C'est-à-dire que le motif principal, enfin premier de consultation ouvre des portes parfois à des questionnements autres et plus profonds. Donc c'est vrai que la durée, la forme que va prendre un peu l'accompagnement va vraiment dépendre de la personne, de la problématique et puis de ce que nous aurons défini ensemble. Moi, je travaille aussi parfois sur la question des objectifs. Mmh. Alors justement, par rapport à cela, Gladys, quand nous avons préparé là toutes les 2 cet échange, on s'est mises d'accord qu'il était vraiment important de pouvoir bien définir, dans quelle situation finalement on faisait appel, on avait recours à un psychologue et puis de bien définir tout cela parce que c'est à mon sens quelque chose de très important. Donc on n'est pas forcément rentré là dans des choses très précises, mais est-ce que dans cette dernière partie de podcast, tu peux nous partager des raisons, des choses qui peuvent alerter les parents en se disant, tiens, là, il y a peut-être quelque chose par rapport à mon enfant qui pourrait nécessiter un suivi et qui ne m'a pas forcément, j'avais pas forcément la puce à l'oreille maintenant, mais il y a des choses qui, toi, de ton œil de professionnel, t'alerteraient. Comme tu nous as dit tout à l'heure, par exemple, un tout petit nourrisson qui ne suivrait pas le regard, ça sont des choses qui t'alertent. Est-ce que tu t'es rendu compte dans tes consultations qu'il y avait des choses qui revenaient vraiment souvent et qui doivent alerter les parents pour au moins se poser la question, faire ce chemin-là, sans forcément rentrer dans trop de détails? Alors, je dirais quand même que
la principale alerte, surtout dans le cas d'un enfant qui est très petit, ça reste l'inquiétude parentale. Parce que même quand il s'agit d'un premier enfant, quand je rencontre des parents qui arrivent avec un enfant de même 5 ans, je vais entendre à un moment donné les parents me dire, je me suis toujours posé une question. J'ai toujours su. J'avais repéré. Alors, attention à la question du repérage aussi, à éviter de trop comparer les enfants, à trop comparer dans la même fratrie ou avec les enfants des amis, de la voisine, etc. Parce que chaque enfant quand même évolue à son rythme. Les visites médicales mensuelles en début de vie peuvent aussi, sont de très bons indicateurs par rapport à certaines choses au niveau du développement de l'enfant. Mais je dirais... Donc là, tu évoques le développement mental, le développement cognitif, le développement peut-être aussi émotionnel. Oui, et puis le développement moteur, parce que le développement moteur aussi, surtout au début de la vie, peut être un bon indicateur, comme le fait, par exemple, qu'un enfant ne suive pas du regard ou qu'on pourrait l'associer à quelque chose de très mécanique. Ça parle aussi de la capacité de l'enfant à s'intéresser à son environnement, de son désir d'être en lien avec l'autre. Et ça peut quand même interpeller si un enfant de 9 mois, 6 mois, 9 mois ne suit pas vraiment du regard, que un peu plus tard, il a du mal à être en lien. Alors, quand je dis être en lien, c'est pas forcément que le langage, hein, mais c'est un enfant qui ne cherche pas le contact, ne cherche pas à initier ou à répondre à une demande de sollicitation. Il peut y avoir la question de l'alimentation aussi. Alors, l'alimentation, en fait, on va dire que pour le petit enfant, on va avoir des sphères comme le sommeil, l'alimentation, le contact avec les autres, donc la recherche d'interaction. Et puis des comportements parfois, alors pour les enfants un peu plus grands, autour de l'agressivité, les difficultés aussi autour de l'acquisition de la propreté. Ce sont des thèmes, on va dire, importants. Un enfant qui peut avoir beaucoup de mal à aller à la selle, mais au-delà de l'idée de la constipation, qui serait plus du côté d'avoir peur vraiment d'aller à la selle, des difficultés d'endormissement, un enfant qui se tape, un enfant qui est en retrait, un enfant qui aurait des peurs qui paraissent excessives. Un enfant pour qui les changements provoquent beaucoup de réactions. Je pense que ce qui peut interpeller souvent, c'est le caractère excessif de réactions communes, mais excessives. C'est plutôt ce caractère-là parce que des difficultés d'adaptation, plus ou moins, il y en a chez tout enfant. Sauf que pour certains, elles vont être majeures. Quand il y a des événements nouveaux, il y a effectivement l'adaptation à la nouveauté pour les enfants qui peuvent interpeller. Un enfant qui va être aussi peut-être très, très réactif au bruit très fort. Donc, à chaque fois, quand même, ce que je nomme là, c'est quelque chose qui serait en plus, vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui existe chez tout enfant, mais où là, on se dit, quand même, ça paraît beaucoup. Est-ce que c'est toi, Gladys, de par le diplôme que tu as et la formation que tu as, est-ce que c'est toi qui viens poser certains diagnostics? Je pense par exemple aux enfants qui sont dits hyperactifs, hypersensibles, au potentiel, ou tout ce qui va relever du spectre autistique. Est-ce que ça, c'est du ressort du psychologue de dire votre enfant, il y a ça, il y a cette difficulté-là, ou c'est uniquement de l'ordre vraiment du médecin? Alors, pas forcément. En fait, ce qui va être compliqué dans effectivement la question du diagnostic, c'est que c'est à la croisée de plusieurs évaluations professionnelles. Donc,
on va croiser les données médicales avec les données d'un accompagnement psychologique, par exemple, mais aussi avec, par exemple, un neuropsychologue qui, lui, va être plus dans les évaluations. Le psychologue aussi intervient dans l'évaluation psychologique, dans l'évaluation psychométrique et peut, oui, à travers des tests, on va dire, poser un certain nombre de diagnostics. Donc, tu peux être sollicité, par exemple, par un médecin qui suit une famille, un enfant, Oui, pour venir soit infirmer, soit confirmer ce que lui a perçu. oui, tout à fait. Ça D'accord. peut venir effectivement du médecin, ça peut venir de l'école, par exemple, pour les enfants qui sont scolarisés. Ça peut venir d'un médecin de PMI, par exemple, pour un enfant qui serait en crèche et pour qui, voilà, on se questionne. Et quand même, l'importance du réseau, là, prend tout son sens. Parce que, par exemple, dans le cas de troubles autistiques, on sait quand même que ça prend du temps. Alors, un peu moins maintenant, mais que ça peut parfois prendre du temps, en fait, à poser un diagnostic. Et moi, dans ce cadre-là, quand j'ai repéré des choses qui pourraient me faire penser à une évolution vers les troubles autistiques, j'oriente quand même vers des équipes spécialisées qui font des diagnostics avec une équipe pluridisciplinaire. C'est un peu aussi la complexité du travail en libéral, c'est qu'on est seul face aux patients et que pour certaines problématiques, le travail en équipe pluridisciplinaire est très important parce que vont être évaluées des choses à plusieurs niveaux. Donc là, il va y avoir une évaluation par un psychomotricien, par un médecin, par un psychologue. Enfin, il y a plusieurs sphères là qui vont intervenir pour pouvoir affiner le diagnostic. Mais le psychologue peut et intervient dans l'évaluation et dans le fait de déterminer un diagnostic. Oui. Pendant qu'on est en train d'évoquer là, les différentes professions, est-ce que tu peux nous faire un tout petit distinguo entre psychologue, psychanalyste, psychiatre? Parce que souvent on dit psy, un petit peu dans le langage courant, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Très, très simplement, voilà, juste pour que là, les parents qui nous écoutent puissent se faire une petite idée, parce que parfois, quand on va chercher un professionnel à côté de chez soi, eh bien, en fait, il y a tout ça qui apparaît, et on se dit, mais c'est quoi finalement la différence? Qui va m'accompagner pour ma problématique? Tout à fait. Alors, donc le psychologue, comme je le disais au tout début, a une formation universitaire, va être spécialisé sur la compréhension des comportements humains et du psychisme humain. Il ne prescrit pas, et c'est ce qui fait la grosse différence avec un médecin psychiatre, qui est un médecin spécialisé en psychiatrie. Donc, c'est un médecin qui prescrit, qui lui va intervenir beaucoup plus sur la question de la physiologie du cerveau et maîtrise les molécules. Certains médecins psychiatres sont aussi formés, la plupart quand même, à l'écoute, etc. Mais on va dire que la grosse différence réside dans le fait que le psychiatre est un médecin. Donc, peut prescrire des traitements, ce que ne fait pas le psychologue. Le psychanalyste, quant à lui, détient son titre après avoir fait une cure analytique. Donc, c'est-à-dire après avoir lui-même s'être mis, comme on dit, sur le divan. Donc, quelqu'un qui aurait fait une analyse de tant d'années peut être psychanalyste. Donc, par exemple, un psychologue peut être psychologue et psychanalyste. Mais il n'y a pas une formation universitaire permettant d'obtenir le titre de psychanalyste. Et dans la pratique, qu'est-ce qui apporte... Donc, j'ai bien compris la différence entre psychiatre et psychologue. Donc, il y a cette notion d'études de médecine et du coup de prescription. Et par rapport au psychanalyste, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir plutôt un psychologue ou plutôt un psychanalyste? Donc, pour soi, mais aussi pour les enfants. Est-ce que, par exemple, on peut amener son enfant chez un psychanalyste? Voilà, c'est vraiment forcément le psychologue. Non, on peut tout à fait... certains psychanalystes reçoivent des enfants dans le sens où le psychanalyste, son seul outil, c'est la parole. C'est aussi ça qui peut faire la différence avec un psychologue.
Donc, un enfant peut tout à fait être reçu par un psychanalyste. Le psychologue, lui, va travailler aussi avec des outils de médiation. Moi, je sais que avec les enfants, moi, j'utilise le jeu pour entrer en relation et me rendre compte aussi des projections, c'est-à-dire comment est-ce que l'enfant se situe par rapport à la sphère familiale, dans son monde émotionnel, le dessin. On peut utiliser en fait tout ce qui va être un support à mieux comprendre en fait le fonctionnement de cet enfant. Ce que ne fait pas le psychanalyste. Le psychanalyste, on est vraiment au niveau du langage et de ce qui va se dire. Donc, c'est la différence, mais des psychanalystes peuvent tout à fait recevoir des enfants. Merci beaucoup, Gladys, pour cette petite précision, cette distinction. Est-ce que tu souhaiterais nous dire un petit mot de la fin? Un mot de la fin. Moi, j'aurais envie de dire aux parents, à chaque parent, aux couples parentaux, de se faire confiance, de faire confiance en leur ressenti, de faire confiance en leurs compétences, de faire confiance aux compétences familiales également, et de garder en tête que malgré tout, vous n'êtes jamais seul. Je reviendrai sur simplement ce que j'ai dit à un moment donné, il n'est jamais trop tard pour faire une démarche. Le bon moment, c'est celui que vous aurez décidé. Super, merci Gladys. Nous allons rester sur ce mot de la fin. Je rappelle, Gladys, que tu fais partie du village Fédodo et qu'à ce titre, déjà on te retrouve sur le site de l'univers Fédodo et que tu proposes des consultations par visio. Donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient te contacter, je vais mettre le lien d'accès à ta page sur le site du village Fédodo dans la description du podcast. Je te dis à bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fédodo? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.